Les Français choisissent plus de prénoms variés et originaux que par le passé. Ce marqueur social, autant intime que public, donne à voir comment la France s'est transformée en profondeur depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La France s'est profondément modifiée en 70 ans. Elle s'est éloignée de l'Église catholique, qui régissait autrefois la vie quotidienne des Français. Elle s'est ouverte à la mondialisation. Les identités régionales revendiquent maintenant leur particularisme et enfin les milieux populaires affirment leurs propres références culturelles sans s'inspirer des classes supérieures. Pour étudier la diversité des prénoms et ce qui se joue autour de leur choix, nous avons décidé d'aller à la rencontre de 5 familles de régions différentes afin qu'elles témoignent des mutations qui font de notre pays un archipel où chaque île cherche à se singulariser. Au cœur de la Bretagne se cache un trésor pas comme les autres. Un trésor de terre cuite, jalousement gardé dans la faïencerie de Pornic. Chacune des étagères de la fabrique contient plusieurs centaines de bols sur lesquels est inscrit avec délicatesse un prénom qui va du plus traditionnel au plus original. Une collection inestimable qui ne cesse de grandir au fil du temps sous la surveillance de Pierre Vaudat, maître des lieux. Chaque année, il tente de répondre aux multiples nuances de prénoms qui naissent au fil des nouvelles modes. Par exemple, le prénom Gwenaël, qui est un beau prénom breton, on a observé jusqu'à une bonne douzaine, voire 14 orthographes différentes du prénom, suivant qu'on mette un N, 2 N, un L, 2 L, un accent, pas d'accent, etc. Donc c'est ça qui est très surprenant. Alors que seulement 2000 prénoms étaient utilisés annuellement au sortir de la guerre, on en dénombre désormais pas moins de 13 000 différents chaque année. Le signe d'une incroyable diversification des influences, notamment régionalistes, comme ici en Bretagne. Dans la famille Chauchois, je demande la mère Ingrid, qui est agent de service logistique, le père Laurent, qui est peintre en bâtiment intérimaire, les 2 filles nées d'une précédente union d'Ingrid, et le petit dernier, Marlon, avec 2 N s'il vous plaît. Vous connaissez les origines de la famille? Pourquoi on est breton? Pourquoi on est russe? C'est de quel côté qui a du sang russe? Papy, c'est du côté à papy. Ils avaient des prénoms russes. Exactement. Mais Mémé, elle était bretonne. Donc, Pépé, qui avait des origines russes, et Mémé, ils se sont mariés et ils se sont installés en Bretagne. Et voilà, donc on est autant breton que russe. Donc, c'est bien d'avoir ce mélange-là de prénoms. Vous ne trouvez pas ça sympa? Oh, c'est très bien. Vous êtes content de vos prénoms? C'est joli, oui? C'est pour ça qu'on a voulu vous donner un prénom russe pour se souvenir de nos racines. On appelle ça des racines. C'est quoi des racines? T'as 2 grands-parents, t'as 2 grands-pères et 2 grands-mères, qui eux aussi avaient des papas et des mamans. Bah oui. Donc c'est tes arrière-grands-parents. Ah oui. Et ils viennent pas tous du même endroit. Ah oui. Et donc voilà, c'est ça les racines. Ah oui. Est-ce que vous connaissez l'histoire de votre prénom? Marlon, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est un breton. Ouais, ça voudrait dire Merlin. Vous savez c'est qui Merlin? Oui. Merlin l'enchanteur. On est breton et c'est important quand on choisit un prénom pour un enfant qui ait une histoire derrière. Voilà, quand il nous demande pourquoi je m'appelle plus tard, pourquoi tu as choisi ce prénom? Parce que parfois on peut ne pas aimer son prénom. Et de lui dire voilà, parce que tu es breton.
Intimement liés à la Bretagne, les parents de Marlon ont souhaité inscrire leur petit dernier au sein du réseau Diwan. Cette école privée associative sous contrat dispense depuis 1977 une éducation entièrement en breton. Nous Noé à Savargoulen, Perag Eguer, Perag Pass, Perag Eguer, à Perag Neke Mélène, Péru, alors Perag. Diwan signifie germer, sortir de terre. L'institution veut être cette graine dans l'esprit des petits Bretons afin de faire perdurer la langue pour les générations à venir. Il a fallu attendre 1966 pour que l'État permette aux familles de donner à leurs enfants des prénoms à consonance celtique. Une reconnaissance qui a ouvert la voie à tous les prénoms régionaux. Les petits Bretons sont aujourd'hui à peine 12% à porter un prénom propre aux traditions de cette région. Alors aujourd'hui, Maïwen, qui est journaliste, est venue nous présenter une petite séquence sur les prénoms bretons. Donc on va travailler sur Petra et Darno. Comment tu t'appelles? Dans la classe, qui c'est qui a un prénom breton? Petra et Darno, comment tu t'appelles? Malou. Malou, ok. Athé, et toi? Malouel. Ok, Athé? Madène. Madène. Et à côté, Etaldit, Piout? Malouel. Maïwen. Je ne sais pas si vous savez, mais qu'il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, on n'avait pas le droit d'avoir des prénoms bretons. Vous n'auriez pas pu vous appeler Madène, Maïwen, ou moi Maïwen, c'était tout simplement interdit. En fait, on n'autorisait que les prénoms du calendrier romain, français traditionnel. On pouvait s'appeler François, Isabelle, etc. Mais on ne pouvait pas avoir un prénom breton. Il fallait qu'on habite en Alsace, qu'on habite en Bretagne, qu'on habite au Pays Basque ou à Paris. Il fallait que tout le monde parle la même langue et ait les mêmes prénoms. Voilà. Arhui Pessert Anno, de Sagevoret Anno Breizat de Vugale. Est-ce que vous pensez donner des prénoms bretons à vos enfants ou d'autres prénoms? Comment vous pensez trouver les prénoms que vous allez donner à vos futurs enfants, si vous en avez? Je sais pas. Ouais. Moi, je pense donner un prénom breton. Et pourquoi? Parce que c'est plus ici et voilà quoi. D'accord, très bien. C'est une idée. Il y a des gens, ils se sont battus pour ça, c'est pas pour rien. Si depuis 3 décennies, l'État prône une diversité régionale, il fait aujourd'hui machine arrière. En mai 2021, le Conseil constitutionnel rappelle que la langue de la République est le français, rendant potentiellement illégaux les cours inculqués entièrement en breton ou dans une autre langue régionale. Tandis qu'en Bretagne, une partie de la population se mobilise pour faire vivre et transmettre cette identité régionale, l'Église catholique tente, quant à elle, de resserrer ses rangs clairsemés. Depuis les années 1960, la France, fille aînée de l'Église, est traversée par une crise de la foi sans précédent. La religion catholique organisait jusque-là chaque pan de la vie des Français. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, allez dans la paix du Christ. L'Église rassemblait chaque dimanche plus d'un tiers des Français dans ses offices. Un demi-siècle plus tard, seuls 6% d'entre eux assistent à la messe dominicale. Pour retrouver les derniers fidèles du Christ, il faut sortir de Paris et des grandes villes. Nous prenons la route de Verneuil, une banlieue pavillonnaire nichée dans les Yvelines. Là-bas, on y trouve la paroisse du père Amaury du Fayet de la Tour. Depuis quelques décennies, il assiste au lent déclin de la foi catholique dans sa région. L'un des 3 registres de catholicité, c'est le registre des baptêmes, où sont inscrits les noms des différents baptisés. J'ai Roger, Gérard, Monique, Camille, Marie, Roger Daniel, Jeanne, Odette, Michel, François. Voilà, c'est un vieux registre, celui-ci, puisqu'il est des années 37 à 42. Et on a ici le nouveau registre
celui actuel, donc avec Jason, Edison, Roxane, Gracias, Shaina, Armand, Mila, Johan, voilà. On peut comparer un petit peu, d'une part, les modes ont un peu changé, hein, des Robert, des Roger, on n'en trouve plus beaucoup. Mais d'autre part, on a un certain nombre de prénoms qui n'ont pas directement des références chrétiennes. Révélateur de la perte d'influence culturelle du catholicisme, le prénom Marie, qui était donné en 1900 à une petite fille sur 5, ne concerne plus aujourd'hui que 0,3% d'entre elles. Aujourd'hui, peu d'enfants sont nommés Marie, en effet, laissant place à d'autres prénoms peut-être plus à la mode, avec des sonorités un peu nouvelles ou en référence plutôt à des personnalités. La grande fracture, c'est le XXe siècle avec les 2 guerres mondiales. Il y a une crise de l'identité culturelle qui explose dans les années 60-70. Et du coup, un vrai défaut de transmission de l'identité française, l'identité chrétienne. Et cette non-transmission, en fait, elle se ressent, c'est l'onde de choc aujourd'hui. Face à la déchristianisation, le père Amaury du Fayet de la Tour s'occupe avec détermination du salut des 26 000 croyants de son diocèse. Parmi eux se trouve la famille des Levêques. À la tête de cette petite tribu, Thibaut, juriste dans une compagnie d'assurance, et Alix, prof de français et de latin. Ils ont 5 garçons dont les âges s'échelonnent entre 4 et 14 ans et demi. Non mais quoi encore? Tu rêves là ou quoi? Bah non, mais... Notre aîné, c'est Emric. Emric, ça veut dire maison du roi. Voilà, c'est un prénom qu'on a choisi parce qu'on l'aimait bien, on le trouvait joli. Et puis on a regardé la vie de Saint-Emric et elle nous plaisait beaucoup. Ensuite est arrivé notre Foucault. Foucault, c'est peuple courageux. C'est une personne au tempérament très entier. D'ailleurs, notre Foucault a un peu pris du caractère de Charles de Foucault, puisqu'il a aussi un tempérament très très entier. Parfois, c'est vrai, on a l'impression que les saints patrons qu'on a choisis ont comme un peu une influence sur les tempéraments de nos enfants. Et après 2 garçons, donc j'ai appris qu'on attendait un 3e garçon. Guilhem, ça veut dire bouclier avisé. Et c'est amusant parce que Guilhem a ce côté aussi bagarreur, comme ses frères, mais aussi très doux et très intérieur. Voilà. Et puis ensuite est arrivé notre Montfort. Montfort, c'est la montagne fortifiée. Et là, regarde la montagne fortifiée, là. Hop, regarde. Avec le peuple courageux, quoi. Voilà, ça c'est des prénoms germains, en fait. Et puis ensuite est arrivé Bosco. Et Bosco, c'est le petit bois. Allez, hop, qui veut des... Les radis, alors les radis. Servez-vous, mon Bosco. Non. Posez ce couteau, vous n'en avez pas besoin. Vous croquez le radis. On a regardé Don Camillo hier, et en fait je réfléchissais, je me disais, mais on a Pépone qui est communiste, qui avait rien à voir avec Don Camillo, qui était le prêtre de la paroisse. C'était des ennemis politiques, c'était clairement des ennemis, mais malgré tout, les deux cherchaient le bien commun avec des chemins différents. Ils se détestaient politiquement, mais ils s'aimaient beaucoup, en fait, humainement. Et ils essayaient de construire ensemble, malgré tout. En ce moment, on est un peu dans une espèce de néo-marxisme où, en fait, se confrontent finalement toute pensée, tout désir
où on a finalement les pauvres contre les riches, les provinciaux contre les parisiens, les laïcs contre les religieux, les femmes contre les hommes, tous ceux qui ont quelque chose qui va les sortir, qui va les identifier, fait que finalement les gens se confrontent et en fait cherchent même à se détruire. En fait, c'est ça qui est pas bon à mon avis, et je pense que c'est très important qu'on arrive à construire un référentiel commun. Mais le référentiel commun, c'est notre histoire, c'est notre passé, c'est nos racines chrétiennes. Si on a des écoles, en fait, aujourd'hui, on parle de l'école de la République, mais qui a fondé les premières écoles? Qui s'est préoccupé de l'instruction des gens au départ? C'est l'Église qui enseignait gratuitement, qui voulait que le savoir soit accessible à tous. Qui a fondé les premiers hôpitaux? C'est l'Église. Bah oui, c'est sûr. Pour les Levesque, l'éducation nationale ne transmet pas suffisamment cet héritage et ses valeurs. Ils ont décidé de scolariser leurs 3 aînés dans une école privée catholique hors contrat. Les 2 plus jeunes, quant à eux, sont les élèves de leur maman à la maison. Regardez mon frère, vous vous souvenez? Oui. Avec Hugues Capet, on avait parlé de la féodalité, vous vous souvenez? Avec le roi, les seigneurs, les vassaux. D'accord? Et maintenant, on va voir la chevalerie. C'est aussi le temps des croisades. Alors, on va voir ce que c'est tout ça. Qu'est-ce que c'est la croix? Bah, c'est la croix de Jésus. Ouais, c'est la croix de Jésus. Très bien. Et donc, expliquez-moi d'où ça vient ce mot croisade? Bah, parce que ça vient de croix, voilà. De croiser. Voilà, on porte la croix. Le croisé, c'est celui qui porte la croix de Jésus. D'accord? À la base, je suis prof de français et de latin. Et j'étais un peu effarée, en fait, de voir le niveau de mes élèves qui arrivaient en collège-lycée pour beaucoup, avec des lacunes énormes pour beaucoup en lecture, ne serait-ce qu'en lecture, mais aussi en orthographe. Là, c'était épouvantable. Expression écrite, n'en parlons pas. Voilà. Et en fait, du coup, nous, on a fait le choix de l'école hors contrat pour nos enfants parce que je voulais vraiment qu'ils soient formés en ayant des bases solides, parce que c'est comme un arbre, s'il ne pousse pas droit dès le départ, c'est beaucoup plus difficile de le remettre droit plus tard. Ô Notre-Dame, nous vous rendons la France tout entière. Reprenez, ô Vierge Sainte, vos premiers droits sur elle. Rendez-lui la foi, rendez-lui votre ancienne protection, rendez-lui la paix, rendez-lui Jésus-Christ qu'elle semble avoir perdu. Enfin, que ce royaume de nouveau adopté par vous redevienne tout entier le royaume de Jésus-Christ. Amen. Comment on fait le couscous, maman? J'essaie de mélanger la recette tunisienne et algérienne. C'est-à-dire beaucoup de tomates. Et par contre, j'utilise les épices que je mets dans le couscous algérien. Hey, salam alaikum. Salam, ça va, vous allez bien? Ça va, très bien. Ah, rihatla. Oh là 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 là, c'est bon tout ça. Kaira habite à La Courneuve où elle travaille comme accompagnante scolaire. Depuis quelques années, elle élève seule ses 4 enfants. Shaima est en terminale de bac pro de mode. Mohamed est éducateur spécialisé. Qu'est-ce que ça veut dire, Shaima? Alors, Shaima, en français. Ça veut dire, si j'ai bien compris, que c'est une personne de grande beauté. Oui, il y a la sœur, c'est la sœur de lait du prophète, s'appelle Shaima. Après, bon, voilà, c'est un joli prénom. Mais en arabe, il a une autre explication, mais je crois qu'il y a un lien avec la beauté. Et alors, Mohamed, alors? Mohamed, c'est une longue histoire. Alors, Mohamed est né en Algérie, et donc je voulais l'appeler Abdelrahman. Mais ma mère, elle a mis prénom Mohamed. Et je ne me suis pas rendu compte, lui, il est né, donc je l'appelais Abdelrahman jusqu'au jour où je suis partie
pour son acte de naissance. Et là, je me suis rendu compte que sur ces papiers, c'est écrit Mohamed. C'est le prénom le plus donné dans le monde. Donc on est là, en vrai. Parce qu'on aime bien aussi faire semblant qu'on n'est pas là. Comment expliquer je trouve qu'on ne parle pas assez des personnes immigrées ou autres à la télé, dans la grande télé. On en parle, mais pas de la meilleure des manières. Et du coup, là, bon, c'est pas non plus incroyable, mais ça reste... on est là, quoi. Alors moi, la discrimination, je ne dis pas qu'ils n'ont pas vécu, mais il faut pas qu'ils restent dans la victimisation. Ah, j'ai pas réussi parce que je suis, ou je n'arrive pas parce que je vis à la Courneuve, ou parce que je m'appelle tel, ou j'appelle Mohamed, ou j'appelle Abderrahmane, ou je sais pas. Pour pouvoir réussir, et pour moi aussi, c'est une façon aussi de combattre cette discrimination, c'est aller de l'avant. Voilà, je vais faire plus d'efforts, mais tout est possible. Tout est possible, un credo que ces enfants tentent de réaliser. Riyad, qui rêve de devenir acteur, vient d'être sélectionné parmi 700 candidats pour intégrer l'école de cinéma Courtrajmé. Tandis qu'Abdelkader se bat chaque semaine pour décrocher un travail. 20 ans après la fin de la guerre d'Algérie, en 1962, les immigrés maghrébins veulent sortir de l'ombre. De cette époque date la prise de conscience dans ces familles, comme dans le reste de la société, que cette population a fait souche et qu'elle n'a plus vocation à repartir. Des grèves ouvrières, mais aussi la marche des beurs en 1983, ont contribué à mettre l'accent sur leurs conditions de vie dans les grands ensembles. La France, au début, après la guerre, fallait reconstruire le pays. Et c'est que malheureusement, ils n'avaient pas assez de main-d'œuvre. À ce moment-là, il y a des étrangers qui viennent en France. C'est une chance pour eux de venir en France, de gagner beaucoup plus d'argent qu'ils gagnaient avant. Maintenant, cette immigration-là, fallait la loger quelque part. Le seul endroit qu'ils ont trouvé, c'est les banlieues. Mais c'est que ces banlieues-là, avant que les immigrés y habitent, à la base, ces logements étaient créés pour les bourges. C'était les premiers logements avec des toilettes et des salles de bain à l'intérieur de la maison, avant que ça soit aux étrangers. C'est pour ça que, entre guillemets, la plupart des étrangers, on les retrouve autour de la périphérique de Paris, donc dans la banlieue. Vivre dans une cité constitue pour Abdelkader un handicap tout autant que son prénom. J'ai mis 3 ans juste pour rentrer en tant qu'apprenti mécanicien aéronautique. Donc déjà, c'est un monde qui est très, très, très fermé. Parce que le problème, c'est que je m'appelle Abdelkader, j'habite à la Courneuve, dans une cité, et je suis dans le 93. Donc là, j'ai le pack parfait d'une personne qui est étrangère, quoi. Pourtant, je suis né en France, j'ai cette culture française. Mais en plus de ça, j'ai une culture étrangère due à mes parents. Normalement, c'est censé être un avantage énorme. Un parcours nécessaire pour Abdelkader, la tournée des agences d'intérim. C'est pour le poste de préparateur de commande en CACES 1 ou pas? Je me souviens pas. Non, j'ai pas le CACES. D'accord. Alors, j'ai essayé de passer par le système classique. C'est-à-dire C'est-à-dire les entrants, enfin directement répondre à des offres, enfin des postes. Des offres d'emploi. Voilà, des offres d'emploi. Donc j'ai eu pas mal de réponses négatives et je sais que dans certains cas, ça a été un peu dû à mon prénom. Donc c'est pour ça que du coup... Dû à votre prénom? Oui, mais après c'est pas spécialement les entreprises, c'est aussi le système, pour moi c'est le système aussi français qui fait que j'ai voulu carrément me rajouter un prénom justement pour malheureusement le mettre sur mon CV et retirer Abdelkader. Et c'est-à-dire le prénom? Le prénom c'était Léon, ça serait Léon Chergui, je voulais m'appeler de base. C'est trop moche Léon. Mais j'adore. Pour moi c'était un prénom qui... Moi je vous embauche pas si vous appelez Léon. Ah bon? On va rester sur Abdelkader. Voilà. Je pense que c'était un peu une manière de... Peut-être une excuse ou peut-être c'était un moyen d'essayer de me rassurer. Mais avec le temps, je me suis dit non, ce serait enlever une partie de mon identité et je cherche pas à m'effacer. Justement, au contraire, j'essaye de montrer qui je suis. La société ne peut pas vous imposer ça. Aujourd'hui, vous avez fait des études comme tout le monde. Vous êtes en France, vous êtes né en France. Vous habitez en France. Vous êtes français. Vous êtes français. Et à part ça,
vous avez des diplômes, vous avez bossé pour, vous êtes motivé, donc il faut taper juste à la bonne porte, il ne faut pas se décourager. Ouais. Si vous voulez, moi je suis née en France, je suis partie 3 ans vivre au Portugal. Évidemment, donc chez les Portugais, on a le prénom de la grand-mère, le prénom de la deuxième grand-mère, et puis le nom de famille du papa et de la maman. Donc ça m'a fait un nom à rallonge. Mon prénom, c'était Lourdes Virginia de Jésus Gouveia. Donc tant que j'ai vécu 3 ans au Portugal, ça ne m'a pas du tout posé de problème parce que là-bas c'est courant. Et quand je suis revenue ici à mes 15 ans, c'était un peu embêtant. Donc j'ai enlevé Lourdes. J'ai gardé Virginie et j'ai enlevé de Jésus, j'ai gardé Gouveia. Donc maintenant, je m'appelle Virginie Gouveia tout simplement et c'est officiel depuis 95. D'accord. Ça, vous l'avez signé. Dans l'histoire des prénoms, 1993 a marqué un véritable tournant. Depuis cette année, les parents peuvent laisser libre cours à leur imagination pour choisir les prénoms de leurs enfants, tant que cela ne leur porte pas préjudice. À partir de là, chacun a souhaité être plus original que son voisin. C'est le cas en particulier de la région des Hauts-de-France. Alors que les prénoms du Nord racontaient autrefois l'histoire ouvrière de la région, teintée d'influences polonaises, italiennes, flamandes et maghrébines, le déclin industriel des années 1980 a sonné le glas de cette identité historique. Il fallait alors tout réinventer, et en premier lieu les prénoms. Certains ont même puisé dans la culture américaine. Les prénoms anglo-saxons sont aujourd'hui légion dans le Nord-Pas-de-Calais, comme dans la petite famille des Leroux. Tiens, t'as vu? On va y aller. Allez, Noisette. Oui. Tous les jours, Audrey va chercher son deuxième fils au collège. Elle élève seule ses 2 enfants. Audrey a décidé de se consacrer à plein temps à leur éducation et en particulier à celle de Leroy, qui est suivi plusieurs fois par semaine par un orthophoniste. Le frère aîné, Byron, est quant à lui en internat la semaine pour passer son bac professionnel de conducteur routier. La région du Nord-Pas-de-Calais reste la région du Nord-Pas-de-Calais. C'est-à-dire, elle est comment cette région? En recherche d'emploi, beaucoup, malheureusement. Malgré sa situation personnelle, Audrey ne s'est pas coupée de ses voisins, amis ou familles issus de milieux plus ou moins aisés. Au contraire. J'en connais de la même classe sociale et j'ai des amis également qui sont cadres. Vous pouvez avoir des personnes d'une classe sociale supérieure qui sont totalement compréhensifs et qui restent de toute façon des gens normaux, comme nous. Leroy! Ça a été ce matin? Ouais. T'as quel cours? Français, histoire et anglais. Alors, t'as bien participé? Ça va. Ça va, mes grosses? Ça va, mes bébés? Elle est à la maison. Alors, ton prénom Audrey, il vient d'où? Ah bah alors là, c'est une bonne question. Parce que c'est vieux comme prénom. Forcément, je suis un petit peu plus vieille que toi. Un peu. Bon, disons que c'était la mode des Audrey à ce moment-là. Ouais. C'était la mode des Audrey. Donc toutes les Audrey qui sont venues, enfin toutes les filles qui sont venues au monde en septembre 76, la plupart portaient le prénom Audrey. On était 3 dans ma classe. 3 à s'appeler Audrey. Ah, quand même. Ouais. Contrairement à toi, moi, j'avais pas un prénom original, du coup. La culture américaine, ses films et ses séries qui envahissent les écrans ont inspiré de nombreuses familles. Le prénom Kevin, par exemple, a été le plus donné en France pour les garçons entre 1989 et 1996. Durant ces années, sortait sur le grand écran Danse avec les loups avec Kevin Costner et Maman j'ai raté l'avion avec le petit Kevin, oublié par ses parents.
Dans la chambre d'Audrey, les blockbusters sont mis à l'honneur, en particulier l'un des plus cultes. Ici, vous avez donc le premier alien. Ici, vous avez la reine avec les œufs. Ici, vous avez un alien. Ici, c'est l'alien versus Predator. Donc, j'aime cette bête. Pourquoi? Parce que tout simplement, je la trouve en fait jolie, notamment originale. Bon, après, j'avoue que mon petit dévolu est versé un peu plus sur la reine. J'aimerais bien en adopter une, si elle existait. Salut! Là? Ouais, ça a été la semaine? Ça va et toi? Oh, tranquille. Ça a été? Ouais. La conduite? Nickel. Impeccable? Ouais, nickel. Et toi? Bah ouais, ça a été, écoute. Alors là, ici, j'ai mon petit junior Leroy. J'ai trouvé son prénom dans NCIS. C'est une série américaine où ils font beaucoup de recherches sur les meurtres, etc. Leroy, ça a sonné tout de suite à l'oreille, en fait. Je me suis dit, c'est très original, j'ai jamais entendu. Et en même temps, ça correspond à ma tradition du Y. Dans le prénom. Voilà, dans le prénom, donc que ce soit des enfants ou des animaux. Pourquoi Byron? En fait, Byron, c'est... Bon, alors déjà, mon Y. Donc déjà, rien que ça. Et en fait, en bac, j'avais fait une dissertation sur le poète anglo-saxon, le Lord Byron. Et c'est vrai que le prénom m'avait vraiment intéressée. Ça a tilté tout de suite à mon oreille. Et qui plus est, je n'en avais jamais entendu. Donc c'était l'idéal. Je voulais qu'ils soient les seuls. Donc j'ai caché énormément les prénoms de mes enfants pour pas qu'on puisse me les piquer. Et ça rend fier votre maman, hein? Ah oui, je confirme. Puis nous aussi. Ok, oui. Comme les Leroux, les familles les plus modestes s'inspirent de la culture populaire pour affirmer leur singularité. Une recherche d'identité que l'on observe également dans les milieux les plus aisés. Parmi les 30% de diplômés du supérieur, on retrouve les fameux bobos, les bourgeois bohèmes. Paola est d'origine brésilienne. Elle a rencontré son mari Atlas aux États-Unis à l'époque où celui-ci terminait ses études de communication. Aujourd'hui, tous les deux entrepreneurs, ils ont un nouveau projet, s'expatrier au Brésil pour que leurs enfants s'habituent à vivre à l'étranger. Alors, derrière, c'est un tableau qu'on a ramené de la Feira Hippie de Rio. C'est un artiste des rues que j'adore et il est là depuis toujours. C'est un petit vieux et qui fait des sublimes tableaux des favelas. Celle-là, c'est la favela de Rocinha, qui c'est la plus grande favela de Rio. Et en fait, ici, il y a un tableau que j'adore, que c'est le père d'Atlas, Bruno, qui dessinait. C'était un artiste, je trouve qu'il est hyper doué, j'adore ce qu'il fait. Et là, c'est un groupe de jazz, je pense. Non, moi je pense qu'il y a plus une inspiration africaine dans ce tableau. Je pense qu'il y a un joueur de djembé, il y a de la gratte, il y a une fille au piano. Le monde est rentré chez nous et voilà, on ramène un peu chaque fois des petits souvenirs. Au milieu, tu as New York, c'est là où on s'est rencontrés en fait. À droite, c'est la ligne de Saint-Tropez, c'est là où j'ai grandi. Et à gauche, Rio, là où Paola a grandi. Comme on a déjà habité un peu partout et on voyage beaucoup, du coup, on ramène à chaque fois un petit souvenir de ces moments-là, que c'est précieux et que ça raconte une histoire. D'abord installée à Paris durant 17 ans, la famille a décidé de déménager pour rejoindre la Méditerranée. La mer et le soleil manquaient trop à Paola. C'est vrai que cette vue, à chaque fois, c'est bluffant. Tous les jours, ça change, c'est comme un tableau vivant. C'est très joli, c'est très animé, avec beaucoup de couleurs. C'est agréable. On a beaucoup de chance. Après des études de cinéma à New York, Paola est aujourd'hui créatrice de bijoux.
des produits faits maison qu'elle vend ensuite sur Internet. Une activité qu'elle aime partager avec sa fille autant que sa langue natale, le portugais. Espera, cadê a minha tesoura? Moi, j'espère qu'un jour, ils vont faire des études aussi à l'étranger comme nous, on a fait. Je trouve que c'est une expérience tellement riche de vivre dans un autre pays, de parler une autre langue, d'apprendre une autre culture. Et plus de langues on parle, c'est encore mieux, parce que c'est très important. Cette passion du voyage est inscrite dans les gènes des Vidal de la Blache grâce à un lointain ancêtre, célèbre géographe français qui, depuis plus d'un siècle, fait la renommée de la famille. La première qui trouve à gagner. 3, 2, 1. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Vidal de la Blache, Paul. Bravo. Oui, mais tu triches. En fait, il a construit les annales de la géographie. C'est comme un dictionnaire, une encyclopédie qui regroupe toutes les cartes des différentes régions, des différents pays. Moi, je m'appelle Atlas. Mes parents m'ont donné ce prénom parce qu'on a un ancêtre dans la famille, c'est mon arrière-arrière-grand-père, qui est fondateur de la géographie humaine française. Voilà. Après, Atlas, ça veut dire pas mal de choses. D'abord, c'était un titan qui a été condamné par Zeus à supporter le poids de la terre sur ses épaules. Dans l'Atlantide, Atlas, c'est aussi un dieu. C'est aussi la première cervicale ici qui supporte aussi le poids de la tête. Voilà. C'est aussi un papillon, le plus grand papillon du monde. Et c'est aussi les montagnes de la chaîne africaine du Maroc. Voilà. Alors moi je m'appelle Lua, ce qui veut dire lune en brésilien. Et toi? Moi je m'appelle Léon, qu'est-ce qui veut dire lion un peu en brésilien. Et voilà. Et moi c'est Paula. Ça s'écrit Paula, mais ça prononce Paula. Pourquoi vous m'avez appelée Lua? Moi, depuis toujours, j'étais fascinée par la lune. Et je la trouve magnifique, trop belle. Je la parle depuis toute petite. Et je me suis dit que je voulais toujours, si j'avais une fille, que je voulais l'appeler Lua. Et quand j'ai dit à ton papa, il a dit OK, il était tout de suite d'accord et on n'a même pas eu de conversation sur ça. C'est vrai. Il n'y a pas eu de shortlist. Tu vois, on ne s'est pas dit comment on va l'appeler. C'était Lua et c'était comme ça. Non, c'était en revanche, donc c'était très facile pour toi, mais pour Léon, c'était beaucoup plus difficile. Je voulais trouver vraiment un prénom fort et qui est à la hauteur d'Atlas, quoi. Mais c'est difficile. Mais ça marche, je trouve, Léon. Léon Vidal de la Blache, ça sonne bien. Keira dirige une association qui s'appelle Parents d'ici, Parents d'ailleurs. Elle donne des cours de français aux femmes de son quartier. Alors, je vais faire une petite parenthèse aujourd'hui. Est-ce que vous voyez la différence des prénoms qu'on donne maintenant aux enfants par rapport à ce que nos parents nous donnaient comme prénom? Derbie, tu as des petits-enfants. T'as trois petits. Ils s'appellent comment, les prénoms? Maïs. Maïs. Avec un Y, je pense. Et Anis. Anis. Anis, c'est plus... Oui. Sani. Sani. Ouais, voilà, vous voyez, hein, les prénoms ont changé. Alors, vous voyez, c'est des prénoms qui viennent de la mode. Qui viennent de la mode. Même ici, parce qu'on est en France, ça passe partout. Nos enfants, ils s'appelaient, je ne sais pas, Mohamed, Issa, Kader, Abdelkader, ou je ne sais pas quoi. Et quand on dit ça, on sait qu'ils viennent de, même s'ils sont français, on va se dire qu'ils viennent de tel ou tel pays, du Maghreb, de l'Algérie, de Tunisie. Mais là, avec ces prénoms, on ne va pas faire le lien. C'est des prénoms qui passent, qu'on dit passe partout.
Pour faciliter l'intégration de leurs enfants, certains des descendants d'immigrés maghrébins leur donnent des prénoms mixtes qui existent dans le pays d'origine, mais aussi en France, comme Inès par exemple. Les prénoms racontent ainsi une France de plus en plus multiple et métissée. Louisa aussi en Algérie. Donc de mon côté, moi, on dit Louisa. Au collège public de Courcelles-lès-Lens, Leroy est en classe de 4e. Allez, on y va là, les gars, allez. Le cours de français est souvent l'occasion de traiter de questions de citoyenneté. Alors aujourd'hui, on a dit qu'on allait parler des prénoms. Je vous ai donc demandé de faire une petite recherche sur votre prénom. Qui est-ce qui l'a choisi? Moi, par exemple, déjà, je vais vous expliquer. Mon prénom, c'est... Sylvie. Et pourquoi je m'appelle Sylvie? Faites-moi rêver. Parce que c'est la première femme de Johnny Hallyday. Voilà. On fait le tour à peu près de ce que vous avez, vous, comme prénom? Et on va commencer par Clément. On va prendre dans l'ordre, hein. Mon prénom, c'est Clément. Et ça s'écrit A-N et pas E-N-T. A-N, c'était par rapport au lac Clément en Suisse. Et le prénom Clément, c'était par rapport au joueur Arnaud Clément, le joueur de tennis. Moi, je m'appelle Nolan. Du coup, au début, ma mère, elle savait pas qu'il existait comme prénom comme fille. Parce que normalement, c'est que des Nolan garçons, du coup, sans E. Du coup, moi, on m'a rajouté un E. Et en fait, au début, je devais pas du tout m'appeler Nolan. Je devais m'appeler Mulan, comme dans le Disney. Mais mon père, il voulait pas. Du coup, ça s'est transformé en Nolan. Et il est d'origine celte, ça veut dire célèbre. Moi, je m'appelle Trinity avec 3 Y, justement. Ce prénom, moi, personnellement, il me dérangeait pas trop. Je l'aimais plutôt bien. Et je suis plutôt contente aussi parce que c'est mon père qui l'a choisi. Et je trouve qu'en fait, il me ressemble. Pourquoi? Parce que j'ai toujours... D'après mes proches, j'ai toujours été un peu spéciale ou un peu ailleurs, et du coup original. Et du coup, ce prénom qui sort de l'ordinaire de sa façon d'écriture, j'aime bien. Ça ne te dérange pas que ce soit une consonance un peu anglophone comme ça? Non. Pas du tout. On en a un deuxième qui a une consonance un peu anglophone dans la classe. C'est Leroy. Alors, en conclusion, est-ce que vous pensez que les prénoms, c'est important? Oui. Ah, Ouidad, elle a dit très important. Normal. On va le garder toute la vie. On va le garder toute notre vie. Mais en fin de compte, quand on sait un peu pourquoi on s'appelle comme ça passe mieux. Vous êtes d'accord? Oui. Shaima veut faire carrière dans la mode. Pour être au contact d'artistes, elle fréquente des lieux alternatifs comme le consulat à Paris. Elle y a installé son petit atelier de confection. À la différence de son frère Kader, ici, son prénom n'est pas un handicap. Quand je me présente au consulat ou avec des collègues, j'ai... Comment dire? Il n'y a rien de changé en fait. On me dit bonjour, Shaima, enchantée, et ils me disent leur prénom, et puis sans plus. On n'est pas choqué par le prénom de l'un l'autre. Et c'est ça qui est cool, ça montre qu'il y a un avancement en fait. Que être différent, c'est normal maintenant. Il faut rester ouvert. Être ouvert à d'autres personnes que, disons, des gens qui ont la même religion que toi ou le même pays que toi. C'est aller voir des gens aussi qui sont je sais pas, qui sont athées, qui croient en rien, puis, ou quelqu'un qui est chrétien, enfin... Ça apporte forcément quelque chose, et justement, comme on ne se connaît pas entre nous réellement, c'est ça le big problème, je pense. Comme on ne se connaît pas entre nous réellement, ce serait bien d'en discuter et de voir c'est quoi les différences. Puis après, enfin voilà quoi. Pour moi, mon prénom Shaima, je l'aime beaucoup parce que c'est une richesse, c'est un héritage. C'est un héritage, ouais. C'est là d'où je viens. Et dès quand je sors mon prénom, on le sait. Du coup, c'est ça qui est cool. Toutes les familles réunies dans ce film partagent le même désir de se différencier en tant qu'individu, mais également en tant que groupe. Le choix du prénom reflète leurs engagements sociaux, religieux ou régionalistes qui transforment la société en un archipel. Cette diversité fait la richesse de notre pays. Leroy, Marlon, Shaima, Bosco ou Loua, tous sont français. Une appartenance à une nation qui parfois peut douter d'elle-même. Plus que jamais,
il s'agit d'entretenir notre référentiel commun, celui des valeurs de la République. Oui, bonjour, ici Kader, attaché commercial de prêt.